aussi nombreux déjà, là, une centaine de personnes présentes sur 386 inscrits. Donc, certains vont nous rejoindre peu à peu pour ce webinaire qui est la seconde partie, hein, avec la première partie qu'on avait traitée donc au mois de juin sur la partie bureau. Et cette fois-ci, on va aborder tout le sujet de l'enseignement, voilà, avec une fois de plus des retours techniques. Il y a une étude qui a été faite par Tribu Énergie, étude qui a été commanditée à la base pour Saint-Gobain, enfin par Saint-Gobain pour Saint-Gobain. En gros, nous, on se pose au travers de nos 21 fabricants et nos enseignes de distribution beaucoup de questions. Et donc, on a voulu tester différents cas de figure, différents scénarios dans le cadre de la RE 2020. Et finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait être très intéressant de le partager en discutant avec nos partenaires de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, enfin l'ensemble des acteurs du bâtiment. Et donc, c'est l'objet du précédent webinaire et de ce webinaire de partager ce retour avec donc mes collègues et amis ici présents. Donc Laurent Mazier de Tribu Énergie, qui tout à l'heure vous fera une petite présentation de Tribu en démarrage de webinaire. Merci Laurent d'être présent. Charlie Delage de Saint-Gobain Solutions France, donc en transverse, qui a justement commandité avec les collègues des différentes entités cette étude. Christophe Richard de Saint-Gobain Glace et Saint-Gobain Vitrage Bâtiment France. Voilà, donc il y a les experts par sujet, justement, et notamment Maxime Papin, qui n'est pas avec nous, mais qui est à distance pour la partie PAM Bâtiment, toutes les parties, la partie PAM Bâtiment, le puits climatique. Et je vois Sandrine qui nous rejoint de Placo Isover. Donc voilà, et on a un ensemble d'experts qui vont tout au long pouvoir répondre aux différentes questions. Alors je débute par cela, donc quelques éléments de cadrage. On a coupé la caméra et le son de tout le monde pour faciliter, parce qu'il devrait y avoir donc beaucoup de monde au final. Par contre, n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit. Et donc, ce sera mon rôle tout au long d'observer les questions et donc de les poser au fur et à mesure. Et d'ailleurs, lorsqu'on a une question qui vous intéresse spécifiquement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour comme ça, moi, je verrai s'il y a beaucoup de questions et qu'on ne puisse pas toutes les traiter, je pourrais poser celles qui ont plus de pouces. Donc, je vous ai dit le pourquoi de cette étude. Et donc, on va aborder un ensemble de thématiques durant 1h30. C'est le timing qu'on se fixe. Alors, il y aura, dernier élément de cadrage, 10 minutes d'introduction sur les bases de la RE 2020 pour ceux qui n'étaient pas présents la fois précédente et pour ceux qui ne sont pas des experts, même si parmi vous, justement, on a des profils très hétérogènes. Hein, mais donc, on est obligé de faire un petit retour rapide sur les bases de la RE 2020. Comme je dis, les questions-réponses tout au long. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Et donc, quelques mots également sur Saint-Gobain. Donc, je change de slide si ça veut bien. Hop, j'essaie d'avancer. Ça ne veut pas, Charlie. Hop, et ça devrait y aller. Voilà, donc le groupe Saint-Gobain, c'est un groupe créé sous Louis XIV. Ça, je vais vite sur ça. Mais juste pour vous dire que nous, on est implanté depuis longtemps en France. C'est un groupe majoritairement français encore actuellement. Et avec 22 marques industrielles et 13 enseignes de distribution. Alors, il faut que je change le chiffre, mais c'est 60 sites industriels en France et 2000 points de vente. Voilà, donc on est très implanté localement. Et il y a tout un sujet aussi économie circulaire qui est intimement lié, mais je ne m'éparpille pas aujourd'hui sur ce sujet, aussi important soit-il. Par contre, ça ne marche toujours pas pour avancer. Voilà. Alors voilà, juste le panorama des industriels du groupe. Voilà, vous avez les marques. Cette présentation vous sera envoyée. Hein. Donc vous recevrez aussi à l'issue du webinaire à la fois le support technique évidemment et puis le lien du replay pour ceux qui souhaiteront l'avoir à nouveau. Forcément, j'étais pas avec ma souris. La distribution, donc 12 enseignes de distribution, avec notamment Point P, CDO, Dispano, L'Asturienne. Donc voilà, tout ça, c'est l'univers Saint-Gobain, présent notamment pour les questions de logistique et de distribution en local des matériaux. Et j'apparais toujours pas avancé, si voilà. Et donc, je passe, si j'ai rien oublié, je vérifie juste pour qu'on puisse y aller. Je passe la parole à Laurent pour présenter Tribu Énergie. Tribu Énergie, c'est un petit peu plus modeste que Saint-Gobain. Donc, on a un bureau d'études énergie carbone maintenant, parce qu'on doit faire du carbone de toute façon. Énergie carbone, on a un pôle fluide, un pôle environnement, donc tout ce qui est certification, HQE, BREEAM, LEED, etc. Et on intervient à la fois en assistance à maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, et également tout ce qui est conseil et stratégie, donc
En fait, il faut savoir que la particularité qu'on a à Tribune Énergie, c'est qu'on est régulièrement en lien avec le pouvoir public sur tout ce qui est évolution des réglementations thermiques et environnementales et leur suivi. Donc, Pardon. J'avais un problème, j'entendais pas, c'est pour ça que je suis venue, mais les gens n'entendent pas apparemment. On vous entend très bien de l'autre côté de l'écran. Ah. Donc pour ceux qui ont des soucis, tentez de le régler, mais a priori, ça vient de vous. Ok. Pardon. Je vais le marquer à l'écrit, par contre, parce qu'ils ne nous entendent pas. Donc, je disais, la particularité qu'on a à Tribune Énergie, c'est qu'on est en lien étroit avec les pouvoirs publics, c'est un peu historique, sur tout ce qui est élaboration et évolution de la réglementation. Donc, à l'époque, moi, je sais que quand j'ai commencé à Tribune Énergie, on avait on avait penché sur la RT 2005, et puis plus tard la RT 2012, un peu plus tard le label le plus c'est moins, et donc encore plus récemment l'ARE 2020 dont on est aujourd'hui pilote dans le cadre du deuxième groupe de travail qui modélise les types de bâtiments, les typologies qui ne sont pas encore soumises aujourd'hui à l'ARE 2020. Et dans ce cadre-là, en fait, on réalise des études de conseil et stratégie, comme l'étude que nous a confiée Saint-Gobain, sur le positionnement d'éléments techniques, en fait, vis-à-vis de ces évolutions réglementaires. On réalise également des formations sur le sujet et des retours d'expérience via l'instrumentation et le commissionnement, voire en pratique, finalement, que donnent les résultats sur les bâtiments. Et donc, on est une trentaine de personnes réparties sur 3 agences. Donc, le siège est à Paris. On a également des antennes à Rennes et à Lyon. Voilà. Merci Laurent. Juste un dernier point donc avant d'y aller. On avait donc fait faire une étude similaire sur la maison individuelle et sur les logements collectifs à Pouget et Bastide-Bondoux, enfin, respectivement maison individuelle pour Bastide-Bondoux et Pouget donc pour le logement collectif. Donc ça, sachez que si certains souhaitent les résultats de cette étude, on pourra vous les envoyer. N'hésitez pas à nous les demander. Et puis donc, on est parti. À vous la parole, Charlie, Laurent. Merci Mickaël. Donc comme l'a dit Mickaël, cette étude a fait suite, on a fait un premier webinaire en bureau. On a fait le choix au début, tout devait tenir en 1h30, on a fait le choix de faire 2 sessions de 1h30, une partie bureau, une partie enseignement. Déjà, merci à Laurent d'être venu avec nous pour présenter. Et surtout, merci à tous les experts des marques du groupe Saint-Gobain qui ont participé à faire le cahier des charges et à travailler autour de cette étude, parce que là, aujourd'hui, on a la chance de présenter avec Mickaël, tous les deux. Par contre, derrière, il y a une vingtaine de personnes qui ont vraiment des expertises. Et nous, notre métier, c'est d'aller chercher justement ces expertises pour faire ce type d'études. L'objectif de cette étude pour le groupe Saint-Gobain, il est important. C'est déjà, premièrement, de comprendre l'ARE 2020, de voir comment se positionnent nos produits. Et en faisant ça, l'idée, c'est de s'assurer que nos solutions soient bien, enfin, soient valorisées à leur juste valeur dans le moteur de calcul. Si je prends par exemple dans le cadre de la RT 2012 le puits climatique, pendant l'ensemble de la RT 2012, le puits climatique n'était pas bien reconnu dans le moteur de calcul. Il y avait, pour tout vous dire, un bug, ça a été mal codé. Donc on fait ce travail-là dans l'ARE. Malheureusement, et vous le verrez par la suite, on a un produit justement, il y a un problème dans la méthode au niveau carbone, et du coup ça ne nous permet pas de bien valoriser un de nos solutions. Donc ça, vous le verrez par la suite. Voilà l'importance justement pourquoi on a fait cette étude. Cette étude, elle a été initiée en 2022. Donc, on a mis un peu de temps à la sortir. Vous allez comprendre pourquoi. On a beaucoup travaillé autour des vitrages, la relation entre vitrage à contrôle solaire et protection mobile. Donc, pour les bureaux d'études qui sont présents, on vous donnera des petits tips pour justement améliorer un peu les choses. Vous le verrez par la suite. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Maintenant, tout ça c'est dit, on a 10 minutes avec Laurent pour vous présenter les bases de l'ARE 2020. Donc, ça va être dense, mais parti. On va y arriver. Donc l'ARE 2020, c'est une réglementation en destination uniquement de la construction. Pour la construction, donc uniquement pour les bâtiments neufs. Aujourd'hui, on ne parle pas de rénovation. Avant l'ARE 2020, il y avait la RT 2012. Dans le cadre de la RT 2012, l'objectif, c'était de baisser les consommations énergétiques par rapport à la réglementation précédente. Dans l'ARE 2020, on va plus loin. Donc là, vous avez les 3 grands objectifs qui ont été annoncés par le gouvernement. Dans l'ARE 2020, on cherche toujours à baisser les consommations énergétiques, cette fois-ci par rapport à la RT 2012. Comment? En donnant la priorité à la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est la meilleure énergie, c'est celle que je ne consomme pas. Le deuxième point, le volet carbone.
grosse nouveauté de l'aérodrome carbone à 2 points de vue. Le premier, c'est que cette réglementation, elle vise à décarboner l'énergie. C'est-à-dire qu'on le verra par la suite, il y a un indicateur, l'indicateur IC Énergie, qui favorise les énergies décarbonées. Et le deuxième point sur le carbone, c'est la partie analyse de cycle de vie. Cette réglementation va chercher à baisser l'impact carbone des bâtiments, ce qui veut dire que pour chaque bâtiment neuf, on va devoir réaliser une analyse de cycle de vie, c'est compter le poids carbone de l'ensemble des produits et systèmes qui composent le bâtiment. Et le dernier volet, c'est le volet confort d'été. On est dans un contexte de réchauffement climatique, on sait tous qu'on va faire face à de plus en plus de vagues de chaleur importantes l'été. Et donc cette réglementation va s'assurer que les bâtiments, on va limiter l'inconfort des usagers en cas de forte chaleur dans les bâtiments. Je dis bien limiter l'inconfort. Donc ça, c'est les grands objectifs qui ont été annoncés par le gouvernement et vous verrez par la suite, justement, si cette réglementation y répond ou pas. Alors là, l'aérodrome, c'est une réglementation qui est assez vivante. Donc là, vous avez le calendrier d'application. Elle s'applique en résidentiel, maison individuelle et logement collectif depuis le 1er janvier 2022. Pour la partie tertiaire, uniquement bureaux et enseignement, elle s'applique depuis juillet 2022. Pour tous les autres tertiaires, les autres bâtiments qui ne sont pas autres que bureaux et enseignement, là, c'est en cours. Laurent en parlait tout à l'heure. Les travaux sont en cours et vous aurez des slides par la suite qui sont cachés. Vous avez la liste de tous les bâtiments et les sources pour les autres tertiaires, justement. Donc là, c'est en cours et c'est par exemple les établissements de santé, les crèches, les gymnases, etc. Et il va y avoir une application en 2 temps. Normalement, une du premier semestre 2025 et deuxième semestre 2025. En parallèle, il y a les travaux de CAP 2030. CAP 2030, l'idée, c'est de se dire on anticipe déjà l'après-aérodrome. Et donc là, c'est tous les acteurs de la filière qui se sont répartis dans des groupes de travail pour réfléchir à des indicateurs qui vont plus loin que ceux actuels sur l'aérodrome. Pareil, vous aurez des slides cachés avec toutes les sources et vous trouverez tout dessus. Et le dernier point sur l'aérodrome, actuellement, il y a une consultation au niveau des exigences en maison individuelle et logement collectif, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour d'expérience qui a été fait par la DHUP. Et ils ont proposé des évolutions. Donc des évolutions, ça peut être soit des renforcements ou même des dégradations, c'est-à-dire qu'on allège la réglementation pour la partie maison individuelle et logement collectif. Donc vous voyez que c'est une réglementation qui n'est pas figée. Une chose qui sera intéressante, aujourd'hui, ce n'est pas encore très intéressant, mais ça le deviendra, il y a un observatoire aérodrome qui est pareil, qui est fait par l'État. Vous retrouverez le lien. Aujourd'hui, honnêtement, il y a peu de données. Il y a quelques points intéressants à regarder en maison individuelle. Maintenant, il va falloir attendre qu'il y ait plus de bâtiments qui soient terminés pour pouvoir exploiter les données, mais ce sera une source assez intéressante pour voir quel a été l'impact de cette réglementation sur les modes constructifs et sur les matériaux utilisés, par exemple. Un rappel, la méthode de calcul aérodrome, c'est une méthode conventionnelle. L'aérodrome, sa méthode, elle sert à vérifier la conformité d'un bâtiment neuf par rapport à une exigence qui est réglementaire. Logiquement, pour concevoir des bâtiments type des grands bureaux ou des bâtiments d'enseignement, Laurent, les bureaux d'études vont utiliser des logiciels plus puissants que l'aérodrome. Les scénarios peuvent être modifiés. Surtout. Exactement. Où les scénarios ne sont pas bloqués. Les scénarios d'occupation ne sont pas bloqués. Et ne jamais oublier qu'une réglementation, en soi, c'est pas une finalité, on peut le voir comme une voiture balai. On a toute la possibilité, on a le droit d'être plus performant que la réglementation. Dans l'aérodrome, il y a des indicateurs. Là, je vous présente les principaux indicateurs réglementaires avec des exigences, c'est-à-dire des seuils que l'on doit respecter. Donc, j'ai divisé en partie carbone et partie énergie. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux sont indissociables. C'est-à-dire que quand je vais agir dans le carbone, ça peut avoir un impact sur l'énergie. Et quand j'agis sur l'énergie, ça peut avoir un impact sur le carbone. Le premier indicateur sur la partie énergie, c'est l'indicateur VBio. VBio, pour besoin bioclimatique, c'est l'indicateur de la sobriété. C'est un indicateur qui s'exprime en points, qui se calcule sans les systèmes énergétiques et qui va refléter plusieurs choses. La bonne conception du bâtiment, par exemple, est-ce que mon bâtiment est compact, son orientation, et la performance de l'emploi. Plus mon bâtiment a un VBio faible, plus il est performant. Donc, moins de points, plus il est performant. Le deuxième indicateur, c'est le CEP, la consommation en énergie primaire. Cette fois, cet indicateur, il illustre la performance et l'efficacité des systèmes énergétiques pour différents usages, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, le refroidissement, etc. Maintenant, le VBio et le CEP, ils sont directement liés. Si je prends par exemple une pompe à chaleur, elle aura forcément une consommation qui est plus faible si elle est sur un bâtiment avec un VBio faible, c'est-à-dire avec une enveloppe très performante. Donc on voit bien qu'il y a une relation très forte entre ces deux indicateurs. Et après, on va basculer sur la partie carbone. Le premier indicateur, c'est l'indicateur IC Énergie, c'est-à-dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va chercher à décarboner.
Donc, les sources d'énergie ont des contenus carbone qui sont propres, par exemple l'électricité ou le gaz. L'électricité a un contenu carbone plus faible que le gaz. Et donc, il y a un indicateur justement pour limiter les émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques. Donc, ça va dépendre de la performance de mon bâtiment ainsi que de l'efficacité des systèmes et du type d'énergie qu'ils vont utiliser. Le dernier indicateur pour la partie carbone, c'est l'indicateur IC Construction. Je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, pour tous les bâtiments neufs, on va devoir réaliser une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire compter le poids carbone de l'ensemble des produits et systèmes qui composent le bâtiment. Et donc, c'est cet indicateur-là, c'est l'IC Construction. Donc là, tous les indicateurs que je vous présente, il y a un seuil maximal à ne pas dépasser. Et le dernier indicateur de la RE2020, c'est l'indicateur degré-heure qui est lié au confort d'été. Et là, je vous l'explique tout de suite dans la slide d'après. C'est en mode efficace, mais vous l'aurez en replay si vous avez besoin de le revoir. L'indicateur degré-heure, donc c'est l'indicateur du confort d'été. Cet indicateur, il évalue l'inconfort ressenti en été par les occupants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un indicateur qui illustre toutes les situations où l'utilisateur du bâtiment va avoir chaud. C'est un indicateur donc, qui se calcule heure par heure sur l'année. Et on va faire la somme des écarts entre la température à l'intérieur de mon bâtiment et une température de référence de confort. Vous allez voir, c'est très simple. Là, dans ce graphique-là, on voit que ça s'applique au logement. Les températures de confort en logement, c'est 26 degrés la nuit et 26 à 28 degrés le jour. Par exemple, je suis lors d'une nuit de 22h à 23h. S'il fait 27 degrés à l'intérieur de mon bâtiment, ma température de confort étant de 26 degrés, je fais 27 degrés moins 26, ça me donne 1 degré heure. Et je fais comme ça la somme sur l'année de toutes les fois où je vais dépasser la température de référence de confort. Cet indicateur, il est intéressant parce qu'on a intégré dans son fichier une séquence caniculaire d'août 2003. C'est-à-dire qu'on va regarder la séquence caniculaire d'août 2003, on va regarder comment le bâtiment se comporte avec une séquence caniculaire qui est très importante, celle de 2003. C'est un indicateur qu'on calcule à la fois pour les bâtiments non climatisés et climatisés. Bien sûr, quand il est calculé pour les bâtiments climatisés, c'est sans prise en compte de l'action des équipements de refroidissement actif, sinon ce serait très simple. Parce que l'idée, la RE n'interdit pas le refroidissement actif, ce qui est normal. Mais par contre, l'idée, c'est de se dire il faut absolument s'assurer, retarder son utilisation pour éviter justement ces consommations énergétiques. Sur les degrés heure, je vous donne deux notions. 350 degrés heure. Quand j'ai 350 degrés heure, j'ai un dépassement en continu de 2 degrés pendant 7 jours de la température de confort. Et 1250 degrés heure, ça, c'est vraiment pour la partie résidentielle, c'est un dépassement de 2 degrés pendant 25 jours. Alors, comment ça fonctionne? Donc, Laurent, ici, bureau d'études, il fait la conception dans son logiciel, enfin, la conception, il rend dans son logiciel le bâtiment, il décrit le bâtiment et il lance le calcul. Vis-à-vis de degrés heure, il y a 3 possibilités. Première possibilité, son projet est inférieur à 350 degrés heure. La réglementation estime que le bâtiment est confortable, il est réglementaire, pas de problème. Si le projet est supérieur à un seuil de degrés heure maximum, le bâtiment est non réglementaire. Et donc là, le bureau d'études va devoir retravailler, trouver des solutions, si c'est possible, mais normalement c'est possible, pour baisser, et on vous présenterait comment on peut le faire justement par la suite, pour baisser justement cet indicateur de degrés heure. Après, s'il se trouve entre les 350 et le seuil maximal, ici au milieu, on dit que le bâtiment, le critère d'inconfort, il est respecté, mais on sait que dans ce bâtiment-là, il y a un risque à terme d'installation d'une climatisation après livraison du bâtiment. Et donc, on va anticiper ce risque en ajoutant dans le CEP une consommation de refroidissement fictive. Donc, je vais ajouter un forfait de consommation de refroidissement. Et donc, du coup, quand j'ajoute avec les autres consommations ce forfait, soit je suis toujours au seuil CEP max, je suis toujours inférieur, je suis réglementaire. Si ce n'est pas le cas, il va falloir revoir la conception ou revoir comment baisser cet indicateur de degrés heure. Juste précision, le principe des consommations de climatisation fictive, c'est évidemment quand notre bâtiment n'est pas climatisé. Si notre bâtiment est climatisé, on prendra les consommations de climatisation en fonction du système mis en place. Mais on aura toujours un DH max à respecter au-delà duquel on ne sera plus réglementaire. Oui, j'aurais dû préciser. Ouais. Alors, pour terminer la partie maintenant, analyse de cycle de vie, l'indicateur IC Construction.
Comment on fait une ACV? En fait, c'est assez simple. Si vous avez des questions techniques sur la partie FDES, on a la chance d'avoir Sandrine avec nous. Donc, n'hésitez pas. Pas de pression, Sandrine. Pour faire un ACV, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Oui, on prend les quantités, en fait, tout ce que je mets dans mon bâtiment, et je vais le multiplier par des données environnementales qui sont réalisées pour Placo Isover par Sandrine et son équipe. Et ça va me donner justement le poids carbone de mon bâtiment. C'est l'indicateur IC Construction. Il s'exprime en kilos CO2 équivalent par mètre carré par an, et il doit être inférieur à un seuil. Pour faire cet ACV, je vais utiliser soit des FDES pour les produits de construction, soit des PEP pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Il y a 3 types de données. Je peux avoir soit des données individuelles, par exemple, c'est moi, Saint-Gobain industriel, qui fait une donnée. Je peux avoir une donnée collective, c'est moi, plusieurs industriels, on se met ensemble pour faire une donnée. Ou si jamais le bureau d'études ne trouve pas de donnée, il va utiliser une donnée environnementale par défaut, qui est une donnée qui est pénalisante. Toutes les FDES, les PEP, elles sont vérifiées par des tiers, sinon ce serait trop facile. Elles ont une durée de vie de 5 ans, elles sont disponibles sur la base INES, en libre accès. Donc ici, vous avez toutes les étapes que vous ferez dans une FDES. Ça va être l'extraction des matières premières jusqu'à la destruction et au recyclage et la fin de vie. L'ACV dans le bâtiment, on l'étudie sur une période de 50 ans. Et dans l'indicateur IC Construction, on prend en compte l'impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, et y compris le chantier de construction. Alors, je le fais en mode efficace. Sur l'indicateur BBio, dans le cadre de la RE 2020, le seuil est identique en enseignement pendant toute l'application de la RE 2020. CEP, CEPNR, pareil. L'indicateur IC Énergie, il y a des renforcements. Il y a un seuil 2022, un seuil 2025, puis il reste identique. Et l'indicateur IC Construction, on a donc des renforcements à partir de 2025, 2028 et 2031. Pour le nombre de degrés heure, vous retrouverez le détail. À retenir pour le nombre de degrés heure, en zone H2D, H3, en zone H2D, H3, on est aux alentours de 1800 degrés heure. Pour les autres zones, on est à 900 degrés heure. Alors, attention, en bâtiment climatisé. En bâtiment climatisé, pardon. En bâtiment non climatisé, justement, la particularité qu'on a en enseignement, c'est qu'on reste à 900 degrés heure, y compris dans les zones les plus chaudes de France. Et vous allez voir à travers les études de cas que dans ces zones-là, respecter le DH max, c'est pas forcément évident. Sauf avec un pull climatique. Je fais un peu de com. Non, alors c'est une présentation technique, je plaisante. Alors, pour vous accompagner dans les slides, là, on va vraiment rentrer dans le détail de l'étude. Vous retrouverez à chaque fois l'ensemble des bâtiments. Donc, il y a 2 bâtiments. Un bâtiment d'enseignement primaire et secondaire, 2800, 4440 mètres carrés. Vous retrouvez en haut à droite, justement, la légende pour vous dire où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est le bâtiment en béton branché? Est-ce que c'est en poteau-poutre, etc. Et vous retrouvez également les zones climatiques. Juste une première remarque, ça y est, ça commence, même si on n'est pas encore dans l'étude, on est sur la préface. Le cumul climatisation et brasseur d'air qui peut permettre d'améliorer les consommations jusqu'à moins 30% n'est pas pris en compte. Dommage, ouais. C'est une remarque. Une remarque très juste a priori. Confirmé par le bureau d'études. Ah oui, je confirme. Voilà. On ne peut pas valoriser effectivement les brasseurs d'air quand on est climatisé. Voilà. Et il y a une question du coup. Pourquoi l'ICC est-il exprimé par an? Ce n'est pas un one-shot, point d'interrogation. Ah bah si c'est pas par an. Je me suis trompé. Ah oui, c'est pas par an. Oui. Non, c'est une Bien erreur. vu, c'est une erreur qui sera modifiée. Ouais, bien vu. Oui, c'est de ma faute. On poursuit. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans les hypothèses de l'étude. L'étude, on l'a découpée en 4 temps. Une première partie où Laurent va vous présenter les hypothèses de l'étude. Après, on vous présentera des descriptifs techniques qui répondent strictement aux exigences de la RE 2020. On n'a pas cherché à aller plus loin. Après, on fera un gros focus sur le confort d'été et on terminera par la partie évaluation carbone. Donc, Laurent, je te laisse la main. Le premier bâtiment. Oula, la souris est. Alors, le premier bâtiment qu'on a étudié, c'est un bâtiment d'enseignement primaire. Donc, on l'étudie sur 4 zones climatiques qui sont relativement représentatives des climats en France. Donc, la zone H1A, le nord, y compris Île-de-France et Normandie. La zone H1C, qui est une zone assez continentale, donc assez froide en hiver, mais aussi assez chaude en été. La zone H2C, le sud-ouest de la France. Et la zone H3, la plus chaude, pourtour méditerranéen et la Corse. La surface du bâtiment est légèrement inférieure à 3000 m², 2800 à peu près. On a un indice de compacité qui caractérise en fait
ce qui caractérise la compacité, donc les surfaces déperditives ramenées à la surface utile du bâtiment. Donc là, on a un rapport de 1,65. On a une notion de compacité relativement moyenne. On est sur un bâtiment de 2 niveaux. On a un chauffage par pompe à chaleur RO. On est non climatisé. Donc ça va avoir une importance notamment sur justement le seuil à respecter sur les degrés. On a un ascenseur, ça va jouer sur les consommations, puisqu'aujourd'hui, le poste ascenseur rentre en compte dans le CEP et le CEPNR en RE 2020, ce qui n'était pas le cas en RT 2012. On n'a pas de parking ici sur le bâtiment, qui est aussi un poste qui rentre en compte dans les consommations réglementaires aujourd'hui. Et on a étudié 2 systèmes constructifs, un système béton classique et un système, alors là, pour modifier la légende, c'est plancher béton plus façade bois. Ça, c'est pour l'enseignement primaire. Pour l'enseignement secondaire, on a un bâtiment qui est logiquement... Excuse-moi, juste, il y avait une remarque, une question. Pack RO est non climatisé? Pour l'interrogation. Non climatisé, oui. Donc, l'enseignement secondaire, on est logiquement sur une surface un peu plus grande. On est à plus de 4000 m². On a un indice de compacité, comme le bâtiment est un peu plus gros, qui est légèrement meilleur, mais globalement, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Cette fois, on est sur un système énergétique de type chaudière-gaz, ce que ça implique, notamment à travers l'indicateur IC énergie. Comme tout à l'heure, pas de climatisation. Alors là, on doit avoir plusieurs ascenseurs, c'est pas précisé, mais en tout cas, il doit y en avoir plusieurs de mémoire, quoique. Là, on a un parking aérien de 59 places, donc on a un poste supplémentaire sur les parkings. Et comme pour le premier bâtiment, on a 2 systèmes constructifs qui sont étudiés, un système traditionnel béton et un système plancher béton et façade ossature. 2 questions, peut-être pour le précédent aussi. Pas de ventilation non plus, et même pas rafraîchi? Ventilation aussi, on a une ventilation double flux dans les 2 bâtiments. Même c'est double flux. Dans les 2 bâtiments. Et pas rafraîchi, du coup. Alors, en base, non. En base, non. On va voir si ça suffit. Oui. Et comment on peut faire justement pour passer les BH. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de basculer sur des descriptifs techniques qui respectent strictement les exigences de l'aérodondant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence des bureaux, parce qu'en bureau, il y a un renforcement du BBO. Dans le cadre de l'aérodondant, pour la partie enseignement, ce sera toujours le même niveau de BBO. Donc là, on a présenté à gauche le niveau RT 2012, des prestats, on va dire, qui permettent de respecter aujourd'hui, enfin plutôt hier maintenant, le niveau RT 2012. Donc à la fois en béton manché et en façade ossature bois. Donc le système énergétique qu'on peut rencontrer, ici on a pris l'exemple de la chaudière gaz, ça aurait pu être un réseau de chaleur au milieu urbain, par exemple, si on a un réseau à proximité, ça peut être aussi une chaudière bois, etc. Là, on a pris l'exemple d'une chaudière gaz, ça ne change pas grand-chose. La ventilation, on a une ventilation double flux avec un rendement d'échangeur de l'ordre de 70%, avec un bypass sur l'échangeur. D'ailleurs, on verra que sur les DH en Euro 2020, c'est quelque chose qui est assez impactant. Au niveau des façades, on est sur du classique, ITI, 120 mm de laine de verre, PSE ou ce qu'on veut. On a ici une charpente bois avec une isolation, avec une résistance thermique de 6,35, à peu près 20 cm d'isolant en laine, par exemple. On a une isolation en sous-face de dalle pour le plancher bas, des menuiseries AU double vitrage classique, des stores extérieurs pour assurer le confort d'été, des planches intermédiaires qui sont traitées à hauteur de 62% de leur linéaire par des rupteurs de pont thermique. Et ici, en RT 2012, on n'a pas de mesure de perméabilité imposée. Donc, on est resté sur la valeur par défaut. Une remarque entre deux. Quel débit par enfant, du coup, en renouvellement d'air, RSDT ou arrêté sur la QAI et 800 ppm plutôt? C'est une très bonne question. Là, pour le modèle RT 2012, on était sur le RSDT. En RO 2020, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, pour respecter les 800 ppm, on doit parfois jusqu'à doubler les débits hygiéniques, voire parfois plus. Et c'est vrai que en termes de consommation, ça pèse beaucoup. Ça va peser beaucoup sur le CEP et le CEPNR. La problématique, c'est que
la RE 2020, elle a été mise en place antérieurement à cette nouvelle réglementation sur la qualité d'air, ce qui fait qu'elle ne la prend pas forcément directement en compte dans les calages pour le scolaire. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on va, c'est des systèmes d'asservissement de la ventilation sur sonde CO2, par exemple, dans les salles de classe, pour essayer de réduire les puissances des ventilateurs au maximum. Parce qu'effectivement, sinon, on explose en fait les consommations, notamment des ventilateurs. Une question qui paraît très technique. DF à 70%, donc non éco-design ERP 18. Bizarre, le mini c'est 74% et généralement autour de 80% de rendement. Après, on est sur là, c'est des prestats RT2012, hein, donc on est sur quelque chose de tout à fait standard. Donc 70, 74, souci pas. Après, il faut aussi différencier le rendement nominal du rendement d'exploitation. Enfin, pas d'exploitation, pardon, mais du projet, parce qu'en fait, le rendement nominal, là, on parle d'iso-débit, mais très souvent, en fait, on a quand même un petit peu plus de soufflage que d'extraction, puisqu'on va avoir des sanitaires, notamment, qui, en général, vont être ventilés par une simple flux différente. Donc, en fait, on va avoir un équilibrage des débits qui va se faire en tenant compte de la simple flux. C'est pour ça qu'en général, sur la double flux, on a très souvent dans les bâtiments un débit de soufflage plus important que le débit extrait, ce qui fait que le rendement, même si le rendement nominal peut être à 80%, le rendement sur le projet, il peut descendre à 70%. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le même bâtiment. Quelles prestations il faudrait mettre en plus, finalement, par rapport à mon projet T2012 pour être RE2020. Donc, la réponse, voilà. Donc, déjà, sur le système énergétique, on voit qu'on a basculé ici. Alors, c'est un exemple. On a basculé sur une pompe à chaleur RO. Pourquoi? Parce que finalement, la chaudière gaz, avec la chaudière gaz, mais ça, on va le voir à travers l'indicateur IC énergie, va être trop carbonée pour respecter les seuils IC énergie en RE 2020, en tout cas sur la plupart des zones climatiques. Ensuite, vous voyez qu'on reste quand même sur une solution classique. Donc, on a renforcé l'isolation, que ce soit en mur, toiture ou plancher. Mais globalement, on reste sur des solutions très traditionnelles. On ne bascule pas d'un système d'isolation à un autre. Notamment, on n'a pas basculé en ETE, par exemple. La petite différence, je dirais la plus grande différence qu'on a ici, c'est surtout la mise en place d'une isolation sous chape pour le plancher bas, notamment pour limiter le pont thermique de liaison entre le mur et le plancher bas, qui peut peser sinon beaucoup. Et la différence, vous voyez, sur la perméabilité à l'air, on a cette fois une valeur mesurée. Et pourtant, ici, on a pris en compte la même valeur, 1,7. Pourquoi? C'est qu'en fait, en RE 2020, on impose la mesure de perméabilité à l'air pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement de moins de 3000 m². Donc là, justement, on était à 2800. Donc, on est obligé de faire une mesure de perméabilité à l'air du bâtiment avec une valeur qui doit être inférieure à la valeur de référence 1,7. Donc, même exercice, cette fois avec un bâtiment avec une façade ossature bois. La différence par rapport au cas en béton, c'est essentiellement sur l'isolation des murs, où là, on n'a même pas besoin de renforcer le bâti finalement, parce qu'on est déjà plus performant thermiquement que dans la solution béton manché. Voilà, donc en conclusion, on voit qu'on a amélioré le niveau d'isolation des bâtiments à travers la RE 2020, mais tout en restant sur des systèmes courants qui sont déjà sur le marché et sans rupture technologique. Ensuite, on a regardé sur l'ensemble des zones climatiques qu'on a étudiées, donc les 4 zones H1A, H1C, H2C et H3, les différentes prestats qu'on devait mettre en œuvre, et on a regardé leur conformité par rapport à la RE 2020. Donc, vous voyez que les différences ici qu'on a modélisées, c'est essentiellement sur les menuiseries et les protections solaires. En fait, les protections solaires restent les mêmes, mais on a des menuiseries à contrôle solaire, les vitrages à contrôle solaire. Alors, c'est pas moi qui en parlerai mieux, du coup. Mais on a mis en place des vitrages à contrôle solaire dans les zones H1C, H2C, H3, pour réduire les apports solaires dans le bâtiment et donc améliorer le confort d'été. On voit que c'est nécessaire dès la zone
H1C. Et on voit que, vous voyez, pour la zone H3, malgré tout ça, on n'est pas conforme à l'AR 2020. Là, je fais un petit teasing, c'est à cause des DH. Dans la suite de la présentation. Voilà, donc vous voyez ici, avec le graphique de gauche, vous avez le seuil maximum qui est présenté. Donc là, on a dit qu'on n'était pas climatisé, donc notre seuil, il est à 900 degrés. Oui, qui saute un peu, donc j'ai du mal à pointer exactement. Voilà, donc là, on a un seuil à 900 degrés, et vous voyez que ce soit en béton ou en façade ossature bois, notre DH, il est autour de 2200, entre 2200 et 2300. Donc, on est très, très loin de respecter l'exigence des 900 degrés. Et même si on était climatisé, ici, le seuil serait à 1800, on serait encore légèrement au-dessus. Déjà un peu, on serait beaucoup plus près. Et à droite, vous avez la décomposition du CEP et du CEPNR. Enfin, du CEP, pardon. Ici, c'est avec le seuil du CEPNR. En fait, c'est équivalent, puisqu'on n'a pas de chaleur, donc on n'a pas d'énergie renouvelable. Et vous voyez que la partie en bleu, c'est ce qui représente la consommation de froid fictive. Donc, c'est ce dont Charlie a parlé tout à l'heure. Nos DH sont supérieurs à 350, donc on a une consommation de froid fictive qui est à appliquer au CEP et au CEPNR. Donc, ici, qui n'est pas négligeable, puisqu'elle est à peu près de 25. Évidemment, on doit respecter 900 degrés. Donc, de toute façon, on ne pourrait pas aller au-delà de... Il faudrait faire le ratio entre 2200 et 900. Mais globalement, je pense qu'on ne dépasserait pas 10 kWh. Et en fait, là, l'idée, c'était de montrer que même avec un nombre de degrés heure très important, parce qu'on est nettement au-dessus des 1800 degrés heure, on reste bon en CEP. En fait, vous voyez, on arrive quand même à passer le CEP. Donc, c'est vraiment cet indicateur, le degré heure, qui est déterminant pour les bâtiments en zone H3. Donc, si ce bâtiment-là, on le climatisait, on peut se dire, vu l'écart avec le seuil maximum de CEP, qu'il n'y aurait pas de problème et ça pourrait passer. Alors, le deuxième cas, pardon. L'enseignement secondaire, cette fois, donc là, même exercice, en fait. Hein, c'est un peu le pendant de tout à l'heure. Donc, on est en chaudière gaz avec 2 types de systèmes constructifs, béton, plancher béton et façade ossature bois. On a des prestats qui sont relativement proches. Et ouais. Excuse-moi de te couper. Il y a une question du coup sur la slide précédente sur l'inertie. Donc la question c'est, a-t-on un meilleur degré avec une inertie plus légère ou en construction bois? On le voit. Enfin, plus légère Oui. en construction bois. On n'y répond pas, on le verra par la suite. On répondra à la question dans la suite de la présentation. Voilà, c'est le dit d'une meilleure façon. Voilà, donc là, un descriptif qui est finalement très très proche de ce qu'on avait sur le premier bâtiment. Donc voilà, c'est un constat qu'on est déjà sur les produits existent sur le marché pour répondre à l'ère 2020, il n'y a pas de souci, et il n'y a pas de rupture technologique particulière. Alors le IC Énergie, justement, on l'évoquait tout à l'heure, et je soulignais le fait que la chaudière gaz, et c'est l'indicateur qui va faire que certains systèmes carbonés, comme la chaudière gaz ou un réseau de chaleur qui serait très carboné, ne respecteraient pas forcément les exigences de l'ARE 2020. C'est à travers notamment cet indicateur IC Énergie. Vous avez le graphique à gauche avec le seuil 2022 en rouge et le seuil 2025 en jaune. Vous voyez que le seuil 2022, il n'y a pas de souci. En gros, les bâtiments scolaires qui sont construits, dont les permis de construire ont été déposés vont être déposés jusqu'à la fin de l'année. En gros, on va avoir des vecteurs énergétiques qui restent quand même assez carbonés. Par contre, à partir de 2025, ça va changer. Mais ça ne va pas changer de façon très équitable en fonction des zones climatiques. Vous voyez que dans les zones les plus au nord, enfin les plus septentrionales, vous avez quand même, vous êtes largement au-dessus de l'exigence de l'ICM 2025. Par contre, dans les zones les plus chaudes, et notamment H3,
C'est peut-être aussi un petit problème de calage parce que le seuil est plus haut, mais évidemment, comme vous avez beaucoup moins de chauffage, vous avez un IC énergie qui est beaucoup plus bas. Et du coup, vous pouvez finalement conserver des vecteurs énergétiques qui sont plus carbonés. Voilà pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions, Michael? Si, une. Alors, une remarque. Plus forcément vrai pour un RCU carboné si on se réfère à la RETEX 2020, car il libère ses réseaux de la contrainte IC énergie. Tout à fait. Ouais. Mais c'est en consultation, c'est pas encore publié, mais c'est vrai, ouais, effectivement, ça dans les tuyaux. Ce sera quand même provisoire. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de basculer sur la partie degré-heure. Sur la partie degré-heure, on va justement répondre à la question de l'inertie. On va regarder dans un premier temps le nombre de degrés-heure des 4 bases selon les 4 zones climatiques. On va avoir les sensibilités de l'inertie sur l'indicateur degré-heure en zone H3. On prend la zone la plus défavorable. Après, on vous présentera des analyses de sensibilité unitaire sur l'indicateur DH, c'est-à-dire qu'on va faire varier à chaque fois un seul paramètre pour voir quel est l'impact. Et Maxime fera une présentation de résultats in situ du puits climatique et comment il accompagne les bureaux d'études et ses clients autour de la RE 2020. Puis après, Christophe nous parlera des vitrages à contrôle solaire. Et pour terminer, je ferai un aparté sur l'impact de la nature de l'isolant sur le confort d'été. Donc là, c'est en maison, parce qu'on va vous présenter très rapidement, en 3 minutes, une étude que l'on a fait justement pour voir si la nature de l'isolant, quel impact il a sur le confort d'été. Et je vous laisserai découvrir les résultats. Donc voilà les résultats sur l'ensemble des zones climatiques étudiées. Donc en zone H1 et H3, les zones extrêmes, on a étudié les 2 systèmes constructifs, béton banché et façade ossature bois. Sur les autres zones climatiques intermédiaires, on a uniquement le cas du béton banché. Globalement, vous voyez que les contraintes sur les DH ne sont pas du tout les mêmes en fonction des zones climatiques. Autant en zone H1A, très franchement, c'est très facile de respecter l'exigence. Ce n'est pas le DH qui va être très discriminant sur le projet. Par contre, en zone H3, c'est l'exact inverse. Alors, pour rappel, hein, sur les modélisations, en plus, en zone H1A, on est en vitrage à contrôle solaire avec store extérieur très performant et un UP des murs Casur 19, c'est pour une pratique courante. Et on a un petit peu moins d'isolation sur le cabéton pour le mur extérieur en H3. Mais bon, sur les DH, c'est assez anecdotique. Donc voilà la réponse à la question sur l'impact de l'inertie sur le confort d'été, enfin, indicateur DH en bâtiment scolaire. On a un impact quand même. On voit que en fonction de l'inertie, les DH ne seront pas les mêmes et globalement, plus on augmente l'inertie, moins les DH seront élevés. Mais on n'a pas non plus la même sensibilité qu'on peut avoir en bâtiment résidentiel. C'est un peu moins flagrant. Néanmoins, on passe entre une inertie très légère, donc un bâtiment avec que des matériaux très légers, façade bois, plancher bois, etc., de 2300 degrés heure ici jusqu'à 1775 dans le cas de l'inertie très lourde. L'inertie très lourde, c'est assez rare finalement en bâtiment scolaire parce que vous avez souvent un faux plafond qui va diminuer l'inertie de votre plancher haut. Vous pouvez avoir des revêtements de sol aussi à effet thermique qui vont limiter aussi l'inertie, etc. Donc c'est un cas, les cas les plus courants, on est plutôt en inertie moyenne, voire inertie lourde. L'inertie très lourde, c'est plus rare. Mais en tout cas, oui, l'inertie a un impact sur les DH. Vous voyez qu'ici, si on était climatisé, finalement, en H3, on serait réglementaire en inertie très lourde. Par contre, on ne serait pas réglementaire dans les autres cas. Alors, 2 questions. Une première, le UW des vitrages. C'est sur la slide précédente. On a un 4. Ouais, un 4, je Un pense. 4, voilà. Une remarque, mais du coup, le graphique ne disait pas le contraire tout à l'heure, pour l'interrogation. J'avais l'impression que le degré s'améliorait avec le bois, mais je n'ai pas du tout compris. Alors non, parce qu'en fait, on comparait béton plus ITI à béton plus façade bois. Du coup, on ne bénéficiait pas de l'inertie thermique du mur dans le cas
du cas béton, en fait. Donc finalement, l'inertie était équivalente. Et en fait, les quelques différences, la différence de DH qu'on avait, c'était plus lié, alors là ça devient technique, au facteur solaire des ponts thermiques, qui était plus important dans le cadre de la solution béton que dans la solution bois. Parce que finalement, un pont thermique, c'est un pont qui va se refroidir, enfin un point qui va se refroidir en hiver, mais qui peut aussi se réchauffer en été. Parce que dans les deux cas, on est en inertie moyenne. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Ici, vous avez mis des descriptifs justement pour que vous ayez un peu des idées de voir à quoi correspond un bâtiment en inertie moyenne. Autre question, dans le cas de matériaux hybrides type béton de bois, béton de chanvre, dont mixte biosourcé, quel serait le résultat avec ou sans inertie? Et plus globalement, comment mettre en avant ces matériaux pouvant apporter de l'inertie si c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Alors, Ouais. faire de l'inertie avec un isolant, c'est un peu contradictoire. Après, des matériaux hybrides, béton de bois, béton de chanvre, etc., en fait, il y a différentes façons de définir l'inertie, soit de manière forfaitaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle la définition d'une paroi lourde. Donc là, c'est un petit peu empirique, c'est à partir d'une certaine masse volumique, d'une certaine épaisseur. Ou alors, vous avez un calcul soit par point, et encore, la troisième possibilité, c'est un calcul plus détaillé, où là, on tient compte vraiment de la composition exacte de la composition de notre paroi dans notre ensemble. Et alors, où se positionneraient ces solutions? Je pense qu'elles se positionneraient à cheval entre dans la moyenne, en fait. Ça dépend, les bétons de chanvre, ça dépend aussi de l'épaisseur. En fait, ça dépend. Il faut regarder la paroi au global. Et du coup, effectivement, oui, si vous mettez une grosse épaisseur, oui, vous allez jouer sur l'inertie. Et après, du coup, on réduit quand même la surface du bâtiment. Donc, c'est un équilibre à trouver. Puis après, ça dépend aussi de la finition, des matériaux de finition que vous allez avoir, parce que vous avez le béton de chanvre, mais vous avez notamment toute l'inertie des dalles, avec ou sans faux plafond. C'est pas la même inertie. Le revêtement de sol va jouer aussi sur l'inertie. Enfin, tous les matériaux finalement de finition vont aussi jouer sur l'inertie. Alors là, on a fait un petit exercice. On a un petit exercice de sensibilité aux paramètres sur les DH. Donc, pour rappel, on est toujours en zone H3. Donc, on est parti de notre bâtiment de base, qui est ici à 2163 degrés heure. Et le but du jeu, c'est d'essayer de voir à travers différentes sensibilités comment ça évolue. Donc, vous avez le descriptif du bâtiment qui est à gauche. Et à chaque fois, on modifie un paramètre. Donc, par exemple, dans le deuxième cas, on part de notre bâtiment de base et on remplace les stores extérieurs à gestion manuelle, autorisés ou non autorisés, par des BSO, des brises soleil, à gestion sun tracking. Donc là, on est vraiment sur du top, entre guillemets, c'est qu'on va avoir des brises soleil extérieures qui vont se descendre et monter en fonction du rayonnement solaire, et les lamelles vont s'orienter également en fonction de l'angle d'incidence du soleil. C'est vraiment très optimisé comme fonctionnement. Là, on voit que ça nous permet de gagner quasiment 550 degrés heure. On est encore loin du seuil de 900, mais on diminue quand même déjà beaucoup. Ensuite, on a regardé la fermeture automatisée des baies. Alors, dans le moteur de calcul, on parle plutôt d'ouverture automatique, mais c'est surtout le fait que là, on va pouvoir avoir une gestion automatique. C'est quelque chose qui se fait assez rarement en pratique parce qu'on a des contraintes qui peuvent être liées au vol, à la pluie, etc. Donc, on ne laisse pas forcément ouvrir automatiquement les baies la nuit notamment. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, en pratique, nous permet de faire du free cooling naturel la nuit, par exemple. Ça nous permet de gagner quasiment pile 1000 degrés heure. Ce qu'on voit, c'est les deux solutions. On vous donnera les slides et vous pourrez regarder pour respecter le timing. Aujourd'hui, les deux solutions qui passent, on a le puits climatique et le rafraîchissement adiabatique. Aujourd'hui, c'est les deux solutions que l'on a vues qui arrivent à faire passer sous le seuil des 900 degrés. Après, une autre possibilité, ce serait de combiner plusieurs choses. Mais maintenant, voilà.
si on prend en solution unitaire. Ouais, je ne sais pas si tu veux que je présente unitairement ou. Non, on va parce qu'il faut pour tenir le délai. Ok. Le brasseur d'air, tout à l'heure, on avait une question sur les brasseurs d'air. Effectivement, ils ont un impact, mais l'impact, il est beaucoup moins fort que ce qu'on peut retrouver, par exemple, en résidentiel. Ouais, alors, la remarque tout à l'heure, c'était surtout de dire que les Ouais. brasseurs d'air en Était pas- bâtiment climatisé climatisé, n'étaient pas pris. pas valorisés. Mais ils sont quand même en résidentiel et plus. Alors, deux questions. Oui, là, donc, brasseur d'air, avez-vous optimisé le calpinage? Alors, qu'est-ce qu'on appelle optimiser le clip? Ah, le nombre de brasseurs par on pièce. doit être à deux mémoires, on doit être à 2 brasseurs d'air par salle de classe. À peu près un brasseur d'air par 30 mètres carrés dans les salles de classe. On n'a pas considéré qu'au-delà, c'était pas réaliste. Alors là, il y a un ensemble de questions. Le rafraîchissement adiabatique se fait par la ventilation. Oui, en fait, ici, ce qu'on a modélisé, c'est du rafraîchissement adiabatique indirect, mais honnêtement, on aurait des résultats très, très similaires si on avait fait du rafraîchissement adiabatique direct. Avez-vous un retour d'expérience à nous partager sur la CTA adiabatique, consommation d'eau, le confort? Alors, personnellement, non. C'est vrai qu'on a autant. Le problème, c'est que c'est très, très récent et les projets ne sont pas encore sortis. Là-dessus, c'est vrai qu'on a peu de retours d'expérience. On pose un peu la même question. Après, ouais, il y a toujours une question à se poser. Effectivement, quand on voit un résultat sur le rafraîchissement diabétique, je ne remets pas en cause le rafraîchissement diabétique, hein, pas du tout. C'est juste que là, ça apparaît un peu comme la solution miracle de l'aérobandant pour passer les seuils de degrés. Sur le pic climatique, Maxime, d'ailleurs, on va vous en parler après, il va vous montrer des relevés de température in situ que l'on a, parce que justement, il instrumentalise des puits. Donc là-dessus, voilà. Mais maintenant, quand on a un résultat qui est extrêmement faible par rapport aux autres, il faut toujours s'interroger en fait. Est-ce que ça doit marcher? Je ne remets pas du tout en cause. Mais est-ce que dans le moteur, c'est valorisé à sa juste valeur ou est-ce que c'est survalorisé? Je ne sais pas, ça interroge. C'est vrai qu'on avait on avait fait un test par le biais de la simulation thermique dynamique. Donc on avait quand même un gain, mais qui n'était quand même pas du même ordre que ce qu'on a dans le moteur de calculaire à 20. Voilà, l'idée, c'est de toujours être critique quand on voit des résultats et se poser des questions, quoi. C'est juste ça. Néanmoins, enfin, on a quelques. Enfin, nous, on n'a pas de retour d'expérience en interne, mais on a audité certains bâtiments qui étaient équipés de rafraîchissement adiabatique pour lequel il y avait un confort qui était quand même relativement satisfaisant. Bon, il y a un ensemble de questions, mais même des réponses en même temps, donc je vais essayer de faire le tri. Mais pensez bien à mettre des pouces pour que je puisse, du coup, quand il y a beaucoup de questions, faire le choix parce qu'il faut qu'on avance. Juste, je vois une question qui est un petit peu parallèle. Le free cooling avec aération d'ouverture de 0,35 augmente le degré heure? Point d'interrogation. Alors, non, c'est pas le free cooling. Derrière, il y a une petite coquille, c'est pas 0,35, c'est 0,2. C'est sur le ratio d'ouverture des baies, je pense, la question. C'est là, dans cette simulation, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué l'ouvrabilité des baies. C'est-à-dire qu'on a la même surface de baie, mais on a moins de fenêtres ouvrables. En fait. Et du coup, le fait d'avoir plus de proportions fixes des baies fait qu'on va augmenter les DH. Alors, ce ratio d'ouverture, il traduit à la fois le type d'ouverture et la proportion de parties fixes. Une remarque du coup avec des pouces et des remarques. J'en ai parlé ce matin en revue de projet donc chez BDM, Bâtiment Durable Méditerranée. Retour d'expérience, donc pas de problème de maintenance en tout cas, mais des pannes fréquentes. Pannes fréquentes. Ça doit être sur la diabatique, j'imagine. Okay. C'est pas précisé, mais vu que c'est le sujet là qui. Voilà. Oui, c'est ça. Elisa qui nous. Du coup, je suis désolé parce que pour le temps, je vais donner la parole à Maxime pour une présentation un peu du puits climatique, justement, parce que je vous en parlais. Maxime, est-ce que tu es là? Eh oui, je suis là. Vas-y, Avec Maxime. plaisir. Oui, juste un tout petit pas en arrière concernant la diabatique dans l'ARE et sa performance. Je crois savoir que l'humidité extérieure n'est pas prise en compte dans l'ARE 2020 et que la performance d'une tour adiabatique est très liée
à l'humidité extérieure. Donc, plus on va avoir un air humide, moins la performance sera au rendez-vous. Et donc, je pense que les résultats, les très bons résultats de cette solution sont liés aussi à la non prise en compte de l'humidité. Mais peut-être que Laurent peut faire un live là-dessus, enfin si j'ai tort sur ce sujet, mais en tout cas, je le pense sincèrement. Euh, voilà, Non, donc mais ça confirmerait effectivement pourquoi les résultats sont légèrement moins favorables en simulation thermique dynamique. parfait. Donc, content de vous présenter, vous parler du puits climatique ou autrement appelé puits canadien ou puits provençal, suivant où on se positionne et les sensibilités de chacun. Donc, on propose une gamme dénommée Elixir, qui est sous avis technique CSTB depuis 2011. Notre produit fonte a des caractéristiques évidemment idéales. On fait des chauffages en fonte et des fenêtres en PVC, et pas l'inverse. Donc, on a une capacité d'échange thermique qui est naturellement très élevée. Et on a développé vraiment un produit pour convoyer de l'air neuf dans des réseaux enterrés. Donc, c'est vraiment une gamme spécifique qui a nécessité 4 ans de R&D avant son lancement. Actuellement, on a plus ou moins, un peu plus, même maintenant, plus de 280 réalisations en France, et qui concerne un large panel de typologies de bâtiments que je montrerai après. Et l'ensemble est fabriqué dans notre usine à Pont-à-Mousson et dans nos usines et à Bayard-sur-Marne. Et évidemment, on apporte, on a un fort rôle de conseil en amont des projets, de la phase concours, de l'esquisse jusqu'au suivi de chantier, et même encore après sur des questions de régulation. Donc, on est vraiment partie prenante sur l'ensemble d'une chaîne de valeur d'un projet. Et on va apporter des services comme divers calculs de dimensionnement, les conseils inhérents à la pose, voilà, l'accompagnement, que ce soit en bureau d'études CVC, en bureau d'archi ou auprès des installateurs. On va vraiment au bout du service. Prendre l'autre slide. Super. Pour mieux comprendre, là, je vous donne quelques grandes valeurs. Donc encore une fois, un puits climatique, c'est un réseau enterré pour convoyer l'air neuf et profiter de l'air plutôt stable, de la température pardon, plutôt stable dans le sous-sol. On est tous allés dans une cave en plein été. Et ainsi, quand on a 30 ou plus extérieur et qu'on convoie l'air dans un environnement à 15 ou 18 degrés, on va naturellement le rafraîchir. Et inversement, en hiver, quand on a des températures en dessous de la température du sol, on va préchauffer. Ainsi, on peut couvrir jusqu'à peu près 30% des besoins de chauffage, c'est jusqu'à, et on peut aller aussi jusqu'à une couverture à 100% des besoins de froid en fonction du bâtiment, du taux de brassage, de sa zone climatique et de son inertie. Euh, c'est à peu près 80-20, 80% de projets neufs, 20% de réno. Un puits climatique est indissociable d'un système de ventilation. On voit une part de plus en plus importante de systèmes uniquement par insufflation d'air, même si aujourd'hui 70% des projets restent connectés à un système double flux. On a une très forte hausse des demandes. Voilà, par exemple, entre 2022 et 2023, on a une hausse de 100% des demandes. Et on a, par exemple, un projet emblématique actuellement qu'on continue de livrer régulièrement, c'est le plan d'hébergement de l'armée. On équipe actuellement 72 bâtiments d'hébergement pour le compte de l'armée française. Et notre plus grosse installation, dont vous voyez une photo au milieu, fait aujourd'hui 110 000 m3 de capacité d'air. Et puis vous voyez les deux autres photos à droite. En bas à droite, on a une crèche par exemple à Bonifacio, mais on fait aussi un groupe scolaire à Laxou en Lorraine. Donc on couvre vraiment l'ensemble du territoire. Une question, Maxime. Oui, Compatibilité de la solution avec les zones à risque radon. oui, tout à fait. On a fait des relevés sur des sites pour avancer ces informations. Notre produit était 100% étanche à la molécule du radon, qui d'ailleurs est assez grossière.
on demande pour la réception du puits climatique via l'avis technique un test d'étanchéité à l'air, donc pour s'assurer que l'ensemble des éléments soient totalement étanches, hein, des éléments enterrés. Et pour l'évacuation des condensats, on ne travaille pas en puits perdu, c'est-à-dire en infiltration dans le sol, on va travailler sur un relevage. Donc on a une étanchéité totale de ce réseau. Le point d'attention particulier sur les zones où on trouve du radon, c'est la connexion du puits climatique au bâtiment. Donc on va avoir des préconisations supplémentaires sur le scellement du tuyau dans le voile ou dans la dalle sous le bâtiment pour s'assurer de ne pas avoir de micro-fissures dans le temps et laisser pénétrer le gaz. Au-delà de ça, pas de problème particulier. Ici, j'ai pris une segmentation sur 180 réalisations pour vous montrer aussi le panel de typologie de projets. On a en colonne bleue les quantités de projets, hein, donc la somme fera 180, et les points orange sont les débits d'air cumulés traités sur ces bâtiments. Et ce qu'on va voir effectivement en 4e position, là où est la souris, c'est au niveau éducation. Donc ça va de la petite enfance au groupe scolaire jusqu'à l'université. Sur ces 180 réalisations, voilà, 26 projets concernent l'éducation, ce qui n'est pas négligeable. Et on voit en termes de brassage d'air qu'on est au-delà des 200 000 mètres cubeurs, même un peu plus proche des 250 000 mètres cubeurs sur ces 26 projets. Donc c'est vraiment une typologie de bâtiment particulièrement appréciée du puits climatique. Évidemment, le logement collectif, vous aurez compris pourquoi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ce qu'on voit en 2e place, c'est les bureaux qui représentent aussi une part importante. Moins de débit parce que réglementairement, on ventile moins dans des bureaux. Et puis pour la pluralité du système, vous pouvez voir des entrepôts agricoles, l'élevage de vin en premier par exemple. Le vin n'aime pas du tout les variations de température, stockage de fruits et légumes et autres. Bâtiments techniques aussi, laboratoire, production et stockage. On a pas mal de réalisations aussi à ce niveau-là. Et puis on va retrouver évidemment en marché public tout ce qui est ERP, un peu d'hospitalier, ça tend à augmenter, et évidemment la maison individuelle. On peut résumer ça en confort des personnes, des biens et des machines. Et puis en dessous, vous pourrez aller sur Internet voir le groupe scolaire Frida Kahlo, qui est une référence assez emblématique à ce niveau-là. J'accélère un peu. Là, on est sur une courbe de température réelle, hein, in situ, une prise de mesure sur un mois de juillet. On voit en rouge les températures extérieures avec un pic à 35,6. On voit en noir la température du sol à 2 mètres de profondeur, là où sont installés les 2 réseaux. On traite ici 2200 mètres cubeurs. Et en bleu, on voit les températures en entrée de centrale d'air. Donc on observe, moi j'appelle ça le formidable écrêtement du puits climatique via le sous-sol. Et si on prend ce pic de chaleur à 35,6 en pleine journée, on a un sol à 18,4, on sort à 24 degrés, 24,1. On rentre plutôt dans la centrale d'air, où on sort des tuyaux à 24 degrés. Là, on a gagné une douzaine de degrés sur l'air extérieur. Et si on fait une conversion en puissance, on produit 7,6 kW de froid à ce moment-là pour le bien en question. Donc on voit ici un outil passif, et j'entendais parler de panne tout à l'heure. Un puits climatique ne peut pas tomber en panne puisque ce sont entre guillemets simplement des tuyaux enterrés. Eh ben, merci Maxime, avec cette preuve pour le résultat. Et donc ça explique pourquoi justement avec le puits climatique, on arrive à être sous 900 degrés. Oui, je fais un dernier point. On aurait pu parler de l'hiver également, mais là, on a mis l'accent sur le degré heure d'inconfort. Il faut savoir qu'un puits climatique a cette bivalence, donc on peut l'exploiter quasiment toute l'année. Merci. Été comme hiver. Merci, Maxime. Juste 2 questions avant la suite. Je reviens sur avant la précédente, parce qu'il y avait 2 remarques précédentes et qui sont avec pas mal de pouces. Et notamment, on voit qu'on a des experts aussi en ligne. C'est ça l'intérêt. Vous voyez, nous, on ouvre très large parce qu'on ne fait pas tout non plus chez nous. Et il y a des experts aussi qu'on invite. Et là, je vois notamment un expert d'Aldes qui fait des remarques que vous pouvez lire dans le chat, notamment l'aide diabétique associée à une CTADF est en indirect donc sur l'air repris. Voilà. Après, il y a une remarque sur le
trouve bizarre ce qui a été dit, mais ça justement, attention, hein, tout ce que l'on dit peut être parfois challengé, même si l'étude est assez précise. Et puis on a un expert aussi, Jean-Pascal, sur les adiabatiques. En salle de classe, il faut prévoir un brasseur pour 10 à 12 mètres carrés maximum. Dans votre schéma, 2 brasseurs pour une salle de classe de 56 mètres carrés environ est plutôt sous-dimensionné, sauf à coupler avec d'autres solutions. Il faut plutôt en mettre 5. Voilà. Ok. Et puis, il y a une dernière question. Donc là, quelle longueur de tuyau, là c'est pour Pont-à-Mousson, quelle longueur de tuyau pour 1 kWh de froid, s'il vous plaît? Ah, j'aurais pas la valeur aux différents paramètres, en l'occurrence, un débit d'air, un delta T, et divers paramètres pour pouvoir donner ça. Voilà. Vous avez le contact de Maxime, donc n'hésitez pas à le contacter. Et on avance. Je suis désolé, je mets un peu là, parce que le temps est, vous voyez, on débordera peut-être un petit peu vu l'intérêt. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Et donc, on poursuit. Ouais, alors, merci en tout cas, Maxime, pour ta présentation. Maintenant, on va basculer sur la partie vitrage à contrôle solaire. Donc, on n'a pas fait de test sur ce bâtiment-là, selon la nature des vitrages, parce que dans le descriptif de base, on avait déjà des vitrages à contrôle solaire. L'idée, là, c'est de prendre un petit temps avec Christophe, justement, de vous parler un peu de c'est quoi le contrôle solaire. Christophe, je te laisse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas lire tes slides, mais je vais compléter de manière assez simple par rapport à ce qu'on vit un peu tous les jours en prescription de projet, aux différents retours d'expérience et études. Bon, il y a différentes natures de typologies de couches de contrôle solaire. Vous savez que Saint-Gobain a développé un certain leadership dans ce qu'on appelle le coating, c'est-à-dire la technologie de dépôt de couches sous vide par magnétron d'oxyde métallique très fine. Les couches sont de l'ordre du nanomètre. C'est en gros 1/10 de la taille d'un cheveu à peu près. Donc il y a une quinzaine de couches magnétron d'oxyde métallique déposées sur le verre, complètement intégrées sur le verre, et qu'ensuite on assemble en double vitrage pour la très grande majorité. Très peu de couches de contrôle solaire sont faisables en simple vitrage. Et dans ces types de verres, en fait, on va pouvoir cibler les couches de contrôle solaire en fonction de la performance recherchée, de l'esthétique aussi voulue par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, et de l'ensemble des critères et des exigences et des contraintes. Mais grosso modo, ce qu'on a pu voir, ce qu'on voit dans ce slide-là et ce qu'on a pu voir dans l'exposé de Tribu, c'est soit des premiers niveaux de verres de contrôle solaire intermédiaires, soit plutôt pour l'enseignement, et encore c'est vraiment le sujet aujourd'hui, des vitrages à ce qu'on appelle la haute sélectivité, Coolite Extreme 7033. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on atteint un niveau de facteur solaire, donc de flux de chaleur entrante de 33%, on filtre en gros 67% de la chaleur, en gardant une transmission lumineuse très élevée à 70%. C'est hyper important dans tout ce qu'on a développé comme couche depuis des années, de rechercher la performance thermique d'hiver et d'été, mais aussi de garder un maximum de neutralité d'aspect, parce que c'est les souhaits rencontrés la plupart du temps par les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Et donc, cette sélectivité, c'est le ratio entre la transmission lumineuse, 70, et le facteur solaire, 33. Et vous voyez que dès qu'on atteint 2 et plus, c'est extrêmement performant. Donc, ce compromis-là, globalement, sur un établissement d'enseignement, va être très significatif en termes de confort d'été, en gardant en même temps une isolation thermique en hiver qui reste bien sûr aussi excellente. Il n'est pas question de la dégrader, et en bénéficiant en même temps du bon compromis de lumière naturelle qui est reconnu par toutes les études scientifiques sur le bien-être des occupants, même la performance des élèves, etc. Alors, 2 questions. Une première, pourrons-nous avoir le lien URL des sources concernant l'impact de la lumière naturelle? Alors, le lien, il y a les liens des études en bas ici. Je demanderai. Voilà. Et donc, l'autre question d'Elisa qui est en Rhône-Alpes, et je pense que tu étais venu, mais il faut que je te réinvite. Et sachez-le, pour ceux qui sont de Rhône-Alpes, j'organise régulièrement des réunions prescription sur site d'usine avec visite de l'usine de fabrication de vitrage à Salles-sur-Sanne, au sud de Lyon. On fabrique 200 000 tonnes de vitrage avec toute une partie recyclage justement sur place. Et donc, la question, c'est l'ajout d'oxyde métallique a-t-il une incidence sur la recyclabilité du verre? Non, aucune, parce que, encore une fois, les couches d'oxyde métallique sont extrêmement fines,
Et en fait, elles sont insignifiantes par rapport à l'impact carbone d'un vitrage en général, et notamment dans sa production de verre de base. C'est ça qui consomme essentiellement de l'énergie. Et donc, la recyclabilité de ces verres-là pose aucun souci. On arrive aussi à recycler sans problème les verres feuilletés, etc. Ou les verres émaillés aussi pour les allèges, etc. Donc, non, aucun impact. Question? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'étude, elle a pris du temps à sortir. Ici, là, donc là, c'est vraiment pour la partie bureau d'études. C'est une illustration des résultats en bureau. On a mis du temps à sortir l'étude parce qu'en fait, on ne comprenait pas les résultats qu'on avait entre un vitrage à contrôle solaire et une protection mobile. Et donc, ici, à gauche, vous avez deux résultats pour le même bâtiment en zone H1 avec des valeurs intégrées et avec des valeurs spectrales déclarées. Et vous voyez que j'ai un gain, ça c'est vraiment pour les bureaux d'études, de 226 degrés. En fait, l'idée, c'est de se dire, quand j'ai des valeurs spectrales qui sont renseignées par les industriels et qui sont disponibles dans les Dibatech, quand je les utilise avec mon logiciel, comme avec ClimaWin par exemple, pour faire la composition de mon vitrage plus ma protection mobile, et je vais avoir un résultat meilleur sur les deux valeurs. C'est bien résumé. C'est ça. C'est qu'en fait, on arrive à un SW avec protection, ce qu'on appelle le SW beaucoup plus bas, en utilisant les valeurs spectrales. Mais effectivement, pour ça, comme tu l'as dit, il faut les valeurs spectrales à la fois sur le vitrage et sur la protection. Voilà. Et donc, nous, du coup, sur la partie vitrage, en Dibatech, on a déclaré les valeurs spectrales de nos vitrages, justement, pour avoir des résultats. Donc, ça, c'était vraiment petit aparté pour les bureaux d'études. Pour rappel, très rapidement, donc, vous trouverez toute la partie vitrage. On a fait beaucoup d'études en vitrage sur la partie bureau. Donc, c'est pour ça qu'on ne les présente pas en enseignement, parce que les résultats seraient similaires, avec des conclusions très proches. Je vous ai mis juste un petit rappel. Ici, je suis en bureau, en zone H3, à gauche. Si j'ai un double vitrage standard, avec un vitrage standard, une protection mobile extérieure et une gestion manuelle motorisée. Si à la place du double vitrage standard, je mets un vitrage à contrôle solaire sans protection mobile, je vois que j'ai un nombre de degrés qui est très proche en fait. Je suis pas réglementaire, nettement au-dessus du seuil en rouge à respecter, mais c'est pour vous montrer en fait justement l'impact du vitrage positif du vitrage à contrôle solaire. En gros, un vitrage contrôle solaire seul, ça correspond plus ou moins à un store extérieur. Dans ce cas-là, avec un vitrage standard. Et après, on a été plus loin, justement. On a regardé, en fait, quelle était la performance d'un vitrage à contrôle solaire avec un store extérieur. Et quand on fait cette combinaison-là, on voit qu'on arrive, dans ce cas-là, à être sous les 2600 degrés. Donc, en fait, le message à retenir, c'est que les vitrages à contrôle solaire, en fait, il faut les prendre vraiment comme un élément de la protection solaire globale des parois vitrées. C'est-à-dire que la protection, c'est à la fois le store, le store intérieur ou extérieur, le store ou protection mobile, sa gestion et également le vitrage. Et il faut vraiment le voir dans une version, c'est vraiment sur ces trois leviers sur lesquels on va pouvoir jouer. Surtout que là, on est en zone H3. On est en zone H3, oui. On est vraiment en zone H3. Dans la RE 2020, aujourd'hui, sans protection solaire complémentaire au vitrage, on ne passe pas les seuils, mais ce qui fait sens. Il faut vraiment travailler sur l'ensemble. Et ce qu'on voyait, en fait, c'est quand on fait des STD, on a fait côté Saint-Gobain, on voyait des résultats un peu meilleurs, en fait. Et donc, le fait d'avoir un vitrage à contrôle solaire, ça améliore le confort d'été, clairement, par rapport à un vitrage standard. Et surtout, ça améliore le confort global des occupants, parce que ça va permettre de maintenir les vues et un accès à la lumière naturelle plus longtemps. Donc, vous retrouvez ici, une fois de plus, le lien vers le webinaire. Je le fais en mode très accéléré. Je peux me permettre juste une intervention de 10 secondes. En complément à tout ça, là, on est vraiment dans le cadre réglementaire RE 2020, bien sûr, mais moi, j'aime bien rajouter le fait qu'après, il y a aussi le confort d'usage qui est important, puisque c'est ça, après l'exploitation du bâtiment, il dure des années, et il y a dans les enseignements, il y a les enseignants, il y a les élèves. Et si on travaille dans de bonnes conditions, y compris thermiques et lumineuses, on sait qu'on est beaucoup plus performant. Et donc, voilà, n'oubliez pas aussi ce bon sens-là, au-delà du pur réglementaire. Et juste un dernier point, c'est parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions sur le vitrage, c'est un sujet très pointu et pourtant c'est transparent. C'est ça qui fait justement qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a dedans et c'est toutes les performances techniques, pardon. Il y a 3 référents en France, dont Christophe, qu'on va dire sur la partie Île-de-France et puis un peu élargie, Catherine qui est dans le nord, et puis on a Baudouin de Chassé qui est d'ailleurs connecté ici pour toute la partie quart sud-est. Voilà, donc vous pourrez les contacter si nécessaire.
Alors, tu veux. Une dernière question, pardon, excusez-moi. TL de 50 dans la dernière variante paraît réalisable, point d'interrogation. Sur le dernier slide, Voilà. je sais pas. La transmission lumineuse de 50, cela implique une grande différence de couleur, non? Point d'interrogation. Alors, TL de 50 sur un bâtiment largement vitré, enfin, en théorie, oui, TL 50, c'est plus bas, mais sur un bâtiment largement vitré, ça ne pose pas de souci. Et puis après, il y a les études STD et FLJ qui sont là aussi pour appuyer. Et sur le sujet, sur la question de la teinte, oui, là, c'est quand même un vitrage à ce niveau de performance de 21% de facteur solaire. On a quand même une teinte de vitrage. On peut présenter soit de deux manières, soit par échantillon, soit avec une application qu'on met à la disposition au niveau de la prescription d'images de rendu physico-réaliste avec un outil qui s'appelle Glass Pro qui est ultra performant, très proche de la réalité pour se rendre compte de l'aspect du vitrage. Voilà. Métro de vitrage, ICC largement dégradé, si voilà, le BBO est moins bon. Alors ça, on l'a montré justement dans la partie webinaire bureau. Je vous encourage à aller voir les résultats. Vous aurez le replay. Alors, on aura du mal à respecter le timing, mais c'est pas grave. On a fait d'autres variantes sur la partie, là, on va dire plutôt enveloppe. On a regardé quel était l'impact de la couleur de l'enduit. Donc, entre notre base, on a un alpha à 0,4, on est plutôt clair. On regarde ce qui se passe si je mets un enduit foncé. Donc, on voit qu'on dégrade d'une 50aine de degrés heure le nombre de degrés heure. Et si je mets un enduit très clair, j'ai un gain d'environ 60 degrés heure. Et après, on a fait des variantes sur la nature de l'isolant. Et ça, je vous en parle tout de suite après. Ici, vous avez les différentes teintes d'enduit. Donc, très clair, c'est alpha à 0,21. Donc, on est dans les blancs, blancs cassés. Le cas de base, on était en moyen, c'est ce beige-là. Et les plus foncés, vous avez ici les couleurs qu'on a testées pour vous montrer un peu les couleurs testées par le. Sur la nature de l'isolant, donc là, je vais faire un aparté sur la maison individuelle. On avait fait l'étude avec le bureau d'études Bastide-Bondou en maison individuelle. Si on transposait cette étude en bureau ou en enseignement, on aurait des résultats qui seraient similaires. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Laurent l'a dit tout à l'heure, dans la RE2020, il y a 3 manières de calculer l'inertie. Il y a la méthode qui est forfaitaire, qui est une méthode qui est très simplifiée, qui est sécuritaire. Il y a une méthode par point qu'on peut appeler simplifiée, qui est également sécuritaire. Et il y a la méthode calculée en utilisant la norme, qui est une méthode détaillée qui, Laurent, tu me corriges, qui est peu utilisée par les bureaux d'études. Elle peut l'être, mais c'est vrai que c'est plus rare quand même. C'est plus la méthode par point qui est utilisée. Parce que la méthode calculée, la difficulté, c'est que ça suppose vraiment de connaître l'ensemble des composants, y compris de finition de son bâtiment, ce qu'on ne connaît pas forcément très en amont d'un projet. Donc, c'est moins évident. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris une maison, on a demandé à Bastide de regarder si une maison individuelle de plan pied de 100 mètres carrés en bloc béton, une maison classique. On a regardé ce qui se passait en termes de degrés heure sans isolation. Donc, sans isolation, à gauche, j'ai H1A, le nord de la France. En bas, j'ai le sud de la France. Sans isolation, si je prends en zone H3, j'arrive à 1821 degrés heure. Et donc, on va regarder ce qui se passe quand je mets une isolation sur cette maison. Quand j'isole cette maison, avec un niveau de performance RE2020, je vois que je vais diviser par 2 l'inconfort en été. En zone H1, je passe de 940 à 500, et en H3, de 1821 à 881 degrés heure. Donc, isoler l'ensemble des parois opaques, j'isole le sol, les murs, la toiture. Ça me permet de diviser par 2 l'inconfort en été. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est quel va être l'impact de la nature de l'isolant sur le confort d'été. Et donc là, c'est le second cas, ce qu'on a fait. On va regarder 2 choses, à travers les différentes méthodes de calcul de l'inertie et à travers différentes natures d'isolant. Sur les 2 méthodes, ici, vous avez les résultats en nombre de degrés heure en zone H1, dans le nord de la France. Avec la méthode forfaitaire et la méthode de calcul de points d'inertie, on a le même nombre de résultats. On a le même nombre de degrés heure, 591 degrés heure. Maintenant, je vais regarder avec le calcul selon la norme ce qui se passe avec différentes natures d'isolant, de la fibre de bois, de la laine de roche et de la laine de verre. Ce que l'on constate, c'est que quand je calcule l'inertie selon la norme et par rapport à la méthode, par rapport à la méthode forfaitaire ou le calcul des points, je vais avoir une réduction de 5 à 10% du nombre de degrés heure. Ce qui est normal parce que les 2 méthodes de gauche étaient des méthodes sécuritaires. Maintenant, quand je regarde selon la nature de l'isolant, à performance thermique équivalente, je vois que la nature de l'isolant, elle a une incidence
qui est négligeable sur le confort d'été. J'ai un delta maximum entre une fibre de bois et une laine de verre de 26 degrés sur une année. Donc là, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire attention, toujours bien faire attention aux discours qu'on peut entendre sur le confort d'été qui sont assez réducteurs. Il ne faut jamais oublier qu'un produit ou même une paroi, c'est en bâtiment, en fait, c'est un produit, il est toujours utilisé dans un système qui va composer une paroi, et un bâtiment, c'est un ensemble de parois avec des usagers. On voit, par exemple, souvent des exemples de déphasages ou de choses comme ça, uniquement à l'échelle de la paroi. Or, un bâtiment, c'est un ensemble de parois. Ce n'est pas qu'une paroi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et attention toujours au discours un peu simpliste sur le confort d'été. Le confort d'été, c'est vraiment un ensemble. Il n'y a malheureusement aujourd'hui pas de produit miracle, mais c'est vraiment un ensemble de solutions pour rendre les bâtiments confortables. Alors, question et remarque en même temps. Alors, sachez que d'ailleurs, allez-y, faites-vous plaisir, parce qu'on a en plus notre experte analyse cycle de vie qui fait à la fois les ACV pour la fibre de bois, la laine de verre et la laine de roche présente. Et donc, les questions, c'est et en zone H3, donc sur les isolants, et puis notre remarque, pour faire du 2 en 1, concernant le calcul de l'inertie détaillée, sur quelle zone l'évaluez-vous? Entre parenthèses, un seul étage, l'étage le plus dévalorisé ou au global du bâtiment. C'est au global, là, pour le coup, c'est au global du bâtiment. Ouais. De toute façon, ouais. Une autre remarque, ok, mais un bâtiment est aussi un ensemble de critères. Certains ont quand même un meilleur rendement multicritère, par exemple le combo thermique et acoustique. Oui, alors oui, c'est vrai, on va en parler justement du multicritère thermique, acoustique, esthétique, sécurité incendie. Là, en acoustique, alors je n'ai pas les performances acoustiques, mais il n'y a pas de différence énorme entre les trois natures d'isolants. Et donc la remarque qui était nécessaire, c'est bien de l'aborder, mais vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de surprises dans les temps à venir sur ce sujet. Pourtant, les isolants présentent aussi un déphasage qui peut parfois être intéressant pour la gestion du confort d'été, notamment les isolés biosourcés denses, non, point d'interrogation. Alors, les isolants lourds, mais quand je parle d'isolants lourds, ça va être sur du béton champ, dont on parlait tout à l'heure, et en mettant une épaisseur importante, en fait. Que je suis une fibre de bois, une laine de roche ou une laine de verre, au final, je suis sur des éléments qui sont assez légers. Et on a une remarque, donc on n'a pas eu la question pour la zone H3. Alors, en zone H3, on retrouve une différence, mais cette différence, elle reste négligeable. Le delta, il sera un peu supérieur, mais ce ne sera pas non plus, je ne l'ai plus en tête, on a fait les calculs, mais je ne vais pas avoir un delta de 200 ou 300 degrés heure. Je vais avoir, je pense, j'ai plus en tête, honnêtement, je ne dis pas de bêtises, peut-être 50 degrés heure, mais alors grand maximum, quoi. Ça reste proportionnel. Justement, si on l'a fait, c'est pour justement remettre un peu les choses sur les discours qu'on peut entendre. Et on aimerait tous avoir un super isolant qui évite de mettre de la climatisation dans des bâtiments et s'assurer d'un confort d'été d'être sous les 350 degrés systématiquement. Je rebondis aussi, du coup, donc j'organise aussi pour ceux, les Rhône-Alpins, désolé pour les autres, mais moi je suis du Sud, hein, et on a beaucoup d'usines par là-bas, et aussi des villes d'Isonate, hein, on fabrique donc des isolants en fibre de bois, et on est passé de 20 000 tonnes à 40 000 tonnes récemment d'ailleurs, à Mablin, dans la Loire. Donc on pourra aussi organiser cette visite. Et donc une question, quid de l'incidence ITI et ITE? Alors en ITE, je serais un petit peu meilleur. Je serais un petit peu meilleur parce que je conserve. Alors la nature de l'isolant, pareil, en ITE, pas d'impact. La seule différence, c'est entre ITE et ITI au niveau de l'inertie de mon bâtiment. En ITE, je vais conserver l'inertie de mon mur. Donc, je serai un peu meilleur sur le confort d'été. Maintenant, le fait de faire une ITE, si je dois jouer sur d'autres leviers, parce que sinon, mon bâtiment ne sera pas confortable. C'est pas non plus... je suis un peu meilleur que l'ITI, mais ce n'est pas non plus... C'est ce qu'on a vu à travers les sensibilités sur l'inertie. Ouais, on l'a vu effectivement à travers l'inertie, et j'ai une slide avant où je suis passé un peu vite. Hop, je ne vais pas jouer comme ça. Ici, là, où voilà, où j'ai une différence, j'ai 120 degrés. Donc voilà, il y a une différence, mais ce n'est pas non plus entre ici, vous voyez en bas, ITI, ITE. Et là, on était en méthode forfaitaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les natures d'isolants. C'est bon, nickel, ou il y a d'autres questions? On est bon. Et donc, si vous voulez apporter de l'inertie en construction légère, je vous recommande d'aller voir Terlian, qui est une solution qui est nouvelle, en fait, qui a été développée, où là, en fait, c'est un Terlian, donc, comme son nom l'indique, un mélange de terre stabilisée avec une fibre biosourcée et un liant minéral bas carbone. Et là, justement, je vais jouer sur un épaisseur pour essayer, pour apporter justement un peu plus d'inertie à une construction légère. Alors, le dernier chapitre, il est 28, Michael, la partie carbone.
Rapidement. Ça aurait été beaucoup rapidement, j'en On peut prendre 10 minutes, je pense On va que prendre 10 vu minutes l'importance pour du faire le sujet, carbone. tout à fait. Il faut juste que je vous laisse vraiment à 30. Parce que je Est-ce qu'on a besoin de son expertise sur Ah, on est passé. Non. Allons-y. En tout cas, merci d'avoir été là. Donc, toutes les données, les FDES, vous les retrouvez sur la base Ignes. Sur la base Ignes, à retenir, en gros, il y a 3600 FDES vérifiés. Sur les 3630, il y en a 1000 qui appartiennent au groupe Saint-Gobain. Et la première FDES du groupe Saint-Gobain, elle était disponible sur la base Ignes en 2008. Donc, ça vous montre justement l'implication du groupe pour réaliser des FDES de nos produits, ce qui permet de montrer le poids carbone de notre produit. Alors, revenons sur nos deux bâtiments étudiés, le bâtiment d'enseignement primaire et le bâtiment d'enseignement secondaire. Donc, le bâtiment d'enseignement primaire, ça correspond aux deux premières barres. Le bâtiment d'enseignement secondaire aux deux suivantes. Vous avez les seuils ici à respecter au niveau du carbone. Donc, c'est l'indicateur IC Construction avec les seuils successifs, 2022, 2025, 2028 et en bleu 2031. Vous voyez qu'ici, sur nos bâtiments, les solutions béton ont respecté, pour le cas de l'enseignement primaire, le seuil 2025, d'ores et déjà. C'était d'ailleurs en partie dû à la charpente bois qui permettait déjà d'avoir pas mal de biosourcés sur le bâtiment. D'avoir beaucoup moins de carbone au niveau de la toiture. Par contre, sur le bâtiment en béton d'enseignement secondaire, là, on était entre 2022 et 2025, même un petit peu plus près de 2025. Alors, pour info, ces simulations, elles ont été réalisées il y a déjà 2 ans maintenant. Donc, évidemment, c'est quelque chose, l'ACV, sur la base Ignes, on doit avoir à peu près une dizaine de nouvelles fiches tous les jours, donc 300 fiches par mois, en 250. Ce qui fait que c'est vraiment un calcul qui évolue dans le temps. Le calcul qu'on fait à t égale 0 ne sera pas le même que celui qu'on fera dans 2, dans 5 ans, etc. Donc, les conclusions sont tout à fait mouvantes, puisque le but, évidemment, c'est que les industriels adaptent, ça incite les industriels à adapter toujours plus leur l'éco-conception de leurs produits. Au niveau de la solution façade ossature bois, vous voyez que d'ores et déjà, le cas d'enseignement primaire respecte le seuil 2028, tandis que pour l'enseignement secondaire, on respecte d'ores et déjà le seuil 2025. Donc, comment améliorer l'indicateur IC Construction par ordre de priorité? Donc, il y a la conception architecturale tout d'abord, avant même le choix des matériaux. C'est en fonction de la capacité, on ne va pas avoir la même densité, la même quantité de matériaux au mètre carré. Donc, c'est quelque chose qui va jouer évidemment sur le carbone. Utiliser des FDES et des PEP des industriels plutôt que des données par défaut. Alors ça, on pourrait se dire, c'est purement calculatoire entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est assez important d'utiliser des produits dont le contenu carbone est vérifié. Travailler sur les postes les plus contributeurs, donc notamment en premier lieu le gros œuvre, et ensuite optimiser plutôt le second œuvre. Une question de 300 nouvelles fiches Ignes par mois. Quelle est la répartition PEP-FDES? Je ne l'ai pas en tête, mais je dirais qu'à vol d'oiseau, comme ça, à vue de nez, ce serait plutôt 200 FDES et 50 PEP. En tout cas, on a encore beaucoup plus de FDES que de PEP. Aujourd'hui, c'est clair. Et oui, et nous, ce qu'on avait demandé, on n'avait pas demandé d'optimiser le carbone à Laurent et son équipe. Donc, je sais par exemple, sur le bâtiment là, ici, de 4400 m² qui a 812 kg, il y a beaucoup de pistes d'optimisation et on passerait assez facilement, enfin pas facilement, mais on est en capacité de passer le seuil 2025. Tout en restant sur le CA. Ouais, exactement. Ce que Laurent a dit justement pour les données des industriels, ce qu'il faut voir pour le bâtiment de 4400 m², quand je regarde sa décomposition de poids carbone, les natures des données utilisées, je vois que 50% du poids carbone est lié avec des données industrielles, des FDES ou des PEP, 29% est lié avec des données par défaut et 20% avec des données forfaitaires. Pour rappel, on vous l'a dit en introduction, une donnée environnementale par défaut, elle est pénalisante versus une FDES ou une PEP. Ça peut être jusqu'à
30%, voire plus du poids carbone d'une FDES ou une ZED. Pour faire la CV, il y a eu 130 données qui ont été nécessaires pour modéliser le poids carbone. Pour nous, industriels, tout ce qui est FDES ou même PEP, il faut le voir comme des outils d'amélioration continue. C'est-à-dire que nos données, ce que disait Laurent justement, elles évoluent dans le temps à travers la décarbonation de nos systèmes de production, par exemple, ou dans certains cas avec l'introduction de matières recyclées, ce qu'on vous présentera par la suite avec le vitrage Aurel. Donc attention à deux choses, à la lecture des FDES sur Ignace. Aujourd'hui, il y a deux normes qui cohabitent. Donc quand vous regardez des matériaux entre eux, regardez si les FDES utilisent la même norme, parce que ça peut avoir un impact assez important. Toujours, c'est très bien de regarder à l'échelle produit, mais il faut toujours se rattacher à l'échelle bâtiment. Un produit est utilisé dans un bâtiment. Et ce que disait Laurent, c'est que la CV d'aujourd'hui sera forcément différent de la CV de demain. C'est vraiment une image à un instant T, c'est ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, c'est sous réserve de la complétude de l'étude par un bureau d'études. Donc ici, on a la décomposition, en fait, c'est le même graphique que ce qu'on voyait de slides précédemment, mais décomposé lot par lot. Donc vous avez l'ensemble des lots en gris, le gros œuvre, ensuite vous avez tous les lots de seconde œuvre, et ensuite les lots techniques, les lots 8 à 12. Et ensuite, vous avez la petite part du contributeur lié au chantier, l'impact carbone de votre chantier de construction en lui-même. Donc on a testé différentes optimisations, du béton bas carbone, des plafonds, jouer sur la nature des plafonds pour voir ce que ça peut permettre de gagner, la nature de l'isolant, et le lot 8.5 qui était en forfaitaire dans l'étude, et on a regardé avec une méthode détaillée en utilisant des valeurs par défaut ou la valeur du clean air. Et ensuite, j'indique par là, du vitrage Aurel. Sur la partie béton bas carbone, donc ce que l'on a fait, ça c'est une variante qu'on a repris de la mallette pédagogique et revendant de la ICBF, que je vous recommande d'aller voir justement parce qu'on repart sur le même bâtiment. Donc dans le premier cas, on est en béton banché, on est en CM2A. En CM2A, c'est environ, attention, c'est des estimations du poids carbone, c'est environ 216 kg CO2 équivalent par mètre cube. Et on passe de CM2A à CM3B. En SM3B, on est aux alentours de 114 kg CO2 équivalent par mètre cube. Et ça permet sur ce bâtiment-là, on fait un gain de l'ordre de 42 kg. Et on est presque sous le seuil 2025. Une question, que vouliez-vous dire quand vous parliez d'une vigilance par rapport à des normes différentes? Et alors, il y a deux normes qui cohabitent actuellement sur la base Ignace pour les FDES. Il y a la 15804A1 et la 15804A2. Donc ces normes, alors c'est dommage que Sandrine soit partie, mais ces normes, en fait, elles ont des prises en compte de la fin de vie des produits qui sont un peu différentes et d'autres paramètres. Ce qui fait que quand je compare deux produits entre eux, il faut s'assurer que la norme soit la même, parce que ça peut avoir des incidences des produits en A1 qui, quand ils seront publiés avec la norme A2, peuvent voir leur contenu CO2 un peu augmenter. Je vais donner un exemple du coup, parce que moi je travaille beaucoup avec Sandrine et ses équipes pour avoir les éléments précis. L'exemple de l'isolation entre ce que l'on fabrique en laine de verre, donc l'exemple pour 1 mètre carré, ce qu'on retrouve dans la FDES, en norme A1, 1 mètre carré de GR32 en 120 mm versus 1 mètre carré d'ISO NAT Flex 40 en 145 mm pour avoir la même performance thermique. On est à 1,3 kg de CO2 pour la fibre de bois. Quand on est en norme A1, quand on a 3,6 kg pour la laine de verre, les deux sont bas carbone, mais avec un léger écart. Juste en termes de différence, c'est 0,2% de l'impact carbone à l'échelle du bâtiment, si on passe de l'un à l'autre. Et quand on passe en norme A2, là, ils sont en train de faire les calculs, les premiers calculs qui sortent, parce que il y a un avantage qui était donné aux biosourcés qui va être ôté. En gros, le carbone biogénique encapsulé par la plante était considéré comme n'étant pas relargué en fin de vie, et il va l'être maintenant. Et du coup, ce 1,3 d'isonate devrait passer entre 3 et 5 kg de CO2. Voilà. Donc c'est pour donner un ordre d'idée, qui reste bas carbone, hein, mais voilà, en gros, un avantage qui était donné, qui va être enlevé. Et donc tous les biosourcés ont fait leur FDES avant octobre, qui était la fin du droit de le faire pour la norme A1. Et donc l'obligation, ce sera au 1er janvier 2026 de passer toutes les FDES en norme A2. C'est ce qu'on a fait, nous aussi. Pour nos produits biosourcés, on a fait des FDES en A1, c'est le jeu. Après, on a joué sur l'impact des plafonds. Alors, Laurent, quand ils ont modélisé le bâtiment, ici, je fais un focus sur le lot 5, et en particulier le sous-lot 5x3 plafond suspendu.
Dans mon bâtiment de base, sous l'eau, j'ai 90% du poids carbone de la l'ACV qui a été réalisé avec des dead. C'était un choix du bureau d'études. Vu qu'il est réalisé avec des dead, du coup, il a un poids carbone important. Maintenant, ce que je fais, je remplace toutes ces dead par 100% Ecofond Gedina. J'avais deux questions, excuse-moi, parce que Ouais. pour ne pas nous perdre par rapport à là. Ces valeurs sont-elles celles du béton non armé? Là, oui. Là, je suis sur... oui. Sans armature. Voilà. Et peut-on aller encore plus loin avec des bétons à base CM2C ou CM3C? Alors, pour toutes les questions de béton que vous me faites en mail, je vous mettrai en relation avec les gens chez nous, de chez Chryso et GCP, qui font des adjuvants, pour justement améliorer l'utilisation de béton bas carbone ou très bas carbone, et qui sauront vous répondre. Et une question, qui prend l'impact carbone du laitier de Haut-Fourneau? Je crois que c'était traité, non, ça? Ouais, ça a été traité. Ça a été parce que, tranché. pendant un moment, il y avait un trou dans la raquette de ce point de vue-là. Le laitier est valorisé à 100%. Il y a une réponse, du coup, le laitier est valorisé à 100% comme remblai et considéré pré-consumer. Intégré au ciment. Ça, c'est des trucs d'associés. Voilà. Il y a des spécialistes qui sont en train de se... Voilà. Donc, si je reviens sur mes plats, c'est bon, nickel ou pas? Oui, et juste une remarque de Yannick Adrier. Compliqué de demander d'optimiser, contraindre fortement l'architecture et le choix des matériaux, alors que les lots techniques, en particulier CVC et CFO, sont difficilement optimisables, non optimisés. Sans compter que l'impact de la norme A2 complique encore le respect des seuils et pousse encore à optimiser les lots architecturaux. C'est juste. C'est une remarque, juste, ouais. Alors, on repart sur mes plafonds. Donc, sur les plafonds, ce que je vous disais, ça a été modélisé avec beaucoup de dead. Qu'est-ce qui se passe quand je remplace avec ces dead par des plafonds Ecofond Gedina? Et ben, quand le remplacement de 100% des plafonds du 4 base par 100% de dalle en laine de verre Ecofond, ça me fait un gain carbone de 11 kg CO2 par mètre carré. Donc, un gain qui est assez important, mais qui s'explique. Juste pour votre info, on a plus de 108 FDES différentes sur la base Inès pour les plafonds. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le choix d'un plafond, ce n'est pas que du carbone, c'est également de l'acoustique. Là, on est sur les plafonds en laine de verre qui sont très performants. Un plafond, c'est également du confort visuel avec de l'esthétique et de la luminosité. Ça peut être de la protection incendie. Donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le carbone, c'est bien. C'est important de le regarder. Mais c'est ce qu'on a eu comme remarque d'ailleurs tout à l'heure, c'est bien un élément de choix, un élément dans les critères de choix qui sont multiples. Et dans le cadre de la RE 2020, effectivement, on fait thermique et environnemental, mais on ne regarde pas les autres conforts comme la correction acoustique, etc. On a fait le même travail, ce que disait Mickaël tout à l'heure, en regardant quel était ce qui se passait quand je changeais ma nature de mon isolant. Donc à gauche, le cas de base, je suis en laine de verre, en lambda 32. Là, j'ai mis une laine de verre en lambda 30, donc qui est un meilleur lambda. Je vois que je dégrade un peu mon poids carbone. Et là, je bascule en fibre de bois isonate. Je vois que j'ai un gain de moins 0,2. Donc, j'ai un gain en fait de 1,8 kg par kilo équivalent CO2 par mètre carré. Ce qu'il faut retenir, c'est que le poids carbone de l'ensemble des isolants pour ce bâtiment, c'est moins de 2% du poids carbone total du bâtiment. Donc, en fait, c'est très faible. Et donc, quand je change ma nature d'isolant d'une laine de verre à une fibre de bois flex isonate, ça me fait un gain de 1,8 kg, ce que je vous ai dit, mais surtout, ça fait un gain de 0,22% par rapport au poids carbone total du bâtiment. Et c'est en particulier, c'est lié à la méthode de l'ACV, qui est l'ACV dynamique. Donc, à retenir, en fait, avant tout, le message, c'est que l'enjeu, avant la nature de l'isolant, c'est surtout d'isoler avec le bon niveau de performance. Donc tout à l'heure, on vous a parlé du sous-lot 8.5 avec Climavert. Climavert, en fait, c'est un système de conduit aérolique préisolé autoporteur qui va permettre de réaliser des réseaux complets de ventilation. Donc il y a deux bureaux d'études qui ont réalisé cette étude. Il y a Tribu, Énergie, et il y a également Artelia. Et donc ce que l'on a fait, on a regardé quel était le poids carbone entre le sous-lot pour le sous-lot 8.5 avec le forfait ou de manière détaillée. Donc c'est la slide que je vous montre après. Si j'utilise le forfait de la méthode RE 2020, le poids carbone de mon sous-lot, il est de 50 kg. Maintenant, quand je le fais de manière détaillée, sans Climavert, pas avec des conduits Climavert, mais avec des conduits métalliques, pour ce bâtiment-là, j'arrive à 70 kg. Donc nettement au-dessus du forfait, 20 kg de plus. Quand j'utilise justement Climavert, j'arrive à descendre à 40 kg.
Donc, ça me fait un gain de 30 kg par rapport au poids carbone réel. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec Climaver, donc les deux exemples-là, ça me permet un gain de 15 à 30 kg par rapport à la méthode détaillée avec un conduit métallique, soit un gain de plus ou moins 5% sur l'ensemble du bâtiment. Par contre, il faut se poser des questions sur le forfait qui est mal calé pour la RE2020, en particulier pour le bâtiment-là, 2800 m², parce que le forfait, il est plus bas que le sous-lot détaillé avec un conduit métallique classique. Donc justement, si vous voulez baisser le poids carbone des bâtiments, il y a deux choses. Un, il y a un problème sur le forfait, clairement, mais le fait d'utiliser Climaver, justement, ça permet justement de baisser le poids carbone des bâtiments. Et pour terminer, je vais laisser Christophe vous parler rapidement, on a parlé économie circulaire, justement pour vous montrer un exemple avec Corail. Combien de minutes? C'est notre dernière slide. Michael, combien de minutes? Combien? 2 minutes. Donc, on a depuis 2 ans fait un verre bas carbone sur le marché. C'est une grande innovation dans le milieu verrier du bâtiment. Comment on le fait et qu'est-ce qu'il apporte? Comment on le fait? On a 3 leviers pour faire du verre bas carbone. On a le levier d'utiliser un taux de matière recyclée beaucoup plus important qu'habituellement. On monte à 64% de matière recyclée quand on était à 35%, mais dont 13% issus du verre, ce qu'on appelle externe, issu de la déconstruction, de la démolition ou de la rénovation. Ensuite, on utilise de l'énergie issue du renouvelable, notamment pour les couches dépôts magnétrons qui auparavant consommaient beaucoup plus d'électricité, plus du process industriel lié au savoir-faire de nos opérateurs, avec des équipements et des investissements industriels sur le tri du calcin qui est fondamental pour ne pas avoir de polluants dans les verres, puisqu'il s'agit de faire du verre certes vertueux, mais sans dégrader ni l'aspect des vitrages, ni la performance des vitrages. Et donc, ce savoir-faire permet d'avoir un verre dont l'empreinte carbone est réduite de 30% en moyenne sur du double vitrage. On a des fiches FDES sur la base INES en différentes épaisseurs en vitrage Orae, qui est le nom du verre bas carbone Saint-Gobain, dans les épaisseurs courantes et également en double vitrage 4-16-4 pour reprendre l'épaisseur standard qui va notamment dans les menuiseries, alors plus résidentielles on va dire que du tertiaire, qui est à donc 18 kg de CO2 contre 28 en double vitrage classique depuis des années et des décennies. Et aussi, je vous l'annonce un petit peu en avant-première, on va en parler à Glasstec également. On a développé un configurateur qui est vérifié, mais dont on attend la certification avec le numéro officiel, qui va permettre justement sur les différentes épaisseurs de double vitrage des projets tertiaires, tels que les bâtiments d'enseignement et d'autres, et donc d'avoir directement une valeur en empreinte carbone valide, fiable, et qui va pouvoir permettre au bureau d'études davantage valoriser la partie empreinte carbone des matériaux et notamment des vitrages. C'est de tenir les 2 minutes. C'est très clair. Et, mais c'est tout bon. Voilà, bah écoutez, Merci beaucoup. on vous remercie grandement pour votre attention. Et donc, pour conclure, on va vous envoyer le support, évidemment, les 2 replays. Voilà, et une dernière info pour les Rhône-Alpins, une fois de plus, hein, vous avez de la chance. Je vais organiser une conférence sur la rénovation des bâtiments tertiaires et de logements collectifs avec un focus énergie, carbone et confort d'été le 21 janvier. Et je vais diffuser l'invitation là d'ici quelques jours. Donc, vous la recevrez soit par LinkedIn, soit par mail pour ceux qui sont dans ma base de données. Et un grand merci et bon après-midi à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci, chers amis. Ça s'est bien déroulé, hein. Il faut toujours plus de temps, de toute façon.